La vie de ma mère. C'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Gilles Vernet, bonjour. Bonjour Noël. C'est avec vous que nous allons inaugurer cette série de podcasts que nous avons appelé Sur la vie de ma mère, un jeu de mots que chacun appréciera, et qui consiste à partager avec des personnalités comme vous, que nous allons découvrir au cours de notre conversation, des personnalités qui portent un regard critique sur la société, qui ont fait des choix courageux à certains moments, et qui sont en train de nous montrer les pistes pour ce que l'on appelle de manière un peu commune le jour d'après, et comment essayer de poser les bases d'une société dans laquelle le respect de l'autre soit la priorité, de tous les autres, y compris les non-humains. Et vous appartenez à cette catégorie, si je puis dire, de ceux que l'on pourrait appeler aujourd'hui les réfusniks. Je m'explique. Vous étiez dans un monde qui est un petit peu à part, qui est le monde de la finance. Peut-être pourrait-on vous qualifier de monde de la sécession, qui n'est pas dans la vraie vie. Et puis un jour, vous avez décidé de basculer. Alors, c'est intéressant de savoir ce qui vous a conduit à sortir, à quitter le monde de la finance, des traders. Vous étiez un trader, expliquez-nous ça. Et puis, qu'est-ce qui a motivé cette bascule, cette rupture ? Alors déjà, je vous remercie de votre invitation et je suis très honoré et ravi de faire ce premier podcast avec vous. Alors, ce changement, il était en gestation, comme pas mal de gens, souvent dans l'entreprise, sont pas pleinement confortables avec la vie que ça les amène à avoir. Simplement, on a des contraintes évidemment financières, il y a l'intérêt financier. Et souvent, le changement a du mal à se faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont des velléités de changement. Et il faut souvent une étincelle, un incitateur. Et là, j'ai été confronté à la maladie de ma mère. J'ai appris que ma mère, je suis enfant unique, que ma mère, qui avait beaucoup pris de temps pour moi dans mon enfance, qui avait contribué, voilà, à faire de ce que je suis, qu'elle était atteinte d'une maladie incurable et qu'elle allait partir. J'ai appelé des médecins américains, j'ai espéré pouvoir la sauver. En fait, c'était pas possible, c'était une maladie dégénérative. Et donc, quand j'ai compris ça, qu'elle allait partir et je travaillais 6 jours sur 7, jusqu'à minuit, tout le temps, je me suis dit, tu vas pas la voir partir, tu vas pas pouvoir être avec elle dans un moment aussi critique. Et aussi, c'était une conscience chez moi que, sans doute, cette approche de la mort allait construire la mienne, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'accompagner allait peut-être pacifier cette question qui est une question importante pour nous tous. Donc voilà, c'est ça qui a été le déclencheur, ce qui m'a poussé véritablement à faire le saut sans réfléchir et sans véritablement de courage. Ça s'est imposé à moi par amour, on pourrait dire. Mais peut-être ne faut-il pas réfléchir pour opérer des choix aussi brutaux ? Oui, alors... Il faut une part d'inconscience. Il faut une part d'inconscience et aussi pour vous dire, j'avais déjà cette conscience écologique qui était latente parce que quand j'étais chez JP Morgan, j'avais des amis qui étaient des grands statisticiens parce qu'on faisait des modèles et ils avaient des amis climatologues puisque souvent les statisticiens se retrouvent aussi climatologues et ils m'avertissaient en fait de ces discussions qu'ils avaient avec leurs amis qui étaient relativement alarmantes sur la question du climat. Et puis, je me suis intéressé à la question de l'exponentielle, qui est pour moi une question cruciale, qui se cache derrière la vision chiffrée des marchés financiers. Et j'étais à l'époque absolument frappé par le fait que les matières premières dans le monde ne valaient rien. C'était l'époque d'Internet, enfin du début d'Internet, alors que des boîtes qui n'avaient presque pas de chiffre d'affaires, valait des milliards. Et cet écart entre une économie virtuelle, qui s'est avérée bien réelle aujourd'hui, mais où il y a eu beaucoup de boîtes qui n'ont pas tenu, le fait que ce que produisait la Terre sur des millions d'années ne valait rien, le pétrole valait $10 à l'époque, ou presque, me laissait complètement pantois. Alors vous avez participé en fait de cette hypocrisie majeure qui consiste à
à continuer d'alimenter la bête, si je puis dire. Vous étiez chez JP Morgan, vous l'avez dit, vous aviez des amis, des spécialistes qui vous disaient attention, on est en train de faire brûler la terre, mais ça ne les empêchait pas de continuer. C'est un des grands paradoxes et peut-être une des choses dont les gens ne sont pas nécessairement conscients par rapport au monde de la finance. Je vais citer une anecdote qui était un des amis que j'ai gardé, parce que ce qui est paradoxal, c'est que vous avez des gens qui œuvrent à ce marché, mais qui ont des valeurs, qui sont souvent aussi en contradiction avec ces valeurs. Ils ne sont pas tous cyniques. Non, c'est très complexe. Ce qui se produit, il y a de la peur de manquer, le besoin de gagner. Et puis aussi, cette autoroute, juste pour ce qui me concerne, vous êtes bon en maths, vous faites une école de commerce, les bons en maths font de la finance, c'est le mieux, c'est les marchés, et vous êtes dans une espèce de tunnel. Ton destin est écrit. Voilà, un petit peu. Et donc cet ami que je revoyais après être parti, n'arrêtait pas de m'avertir des dangers écologiques qui s'accumulaient, mais aussi des inégalités sociales qui devenaient absolument intolérables pour que la société soit stable. Et je lui disais, mais pourquoi tu continues alors à travailler dans le cœur du réacteur qui demande à tout le monde d'aller plus vite, qui est cet incitateur gigantesque. Et inconfortable, il m'avait dit cette phrase qui m'a marqué, il m'avait dit, écoute Gilles, je sais bien, mais je vais te dire la vérité, j'en mets le plus de côté avant que ça pète. J'en mets le plus de côté avant que ça pète. C'est cette idée que dans la finance, il y a beaucoup de gens qui ont conscience des enjeux et des menaces à venir, mais qui, face à ces menaces, plutôt que de se mettre en commun et de travailler sur des solidarités ou autre chose, ont une réaction plus individualiste, et ô combien on est dans un monde individualiste, et essayent d'amasser le plus pour être tranquille ou moins en danger quand le monde d'après arrivera. Oui, c'est la question de l'accumulation sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais c'est aussi une forme quasiment obscène d'égoïsme, ce comportement. Oui, c'est en fait tout est paramétré pour quand dans la finance, ce qui est important, c'est votre PNL, combien vous allez dégager. C'est totalement limité à ça. Bien sûr, vous avez des relations humaines, mais fondamentalement, et c'est tout l'enjeu de ce monde un peu contrôlé ou drivé par la finance, c'est le fait qu'on se robotise un petit peu. C'est-à-dire, la conscience est plus vraiment là, elle n'est pas appelée. En plus, les choses vont très vite. Donc finalement, vous devenez une machine à exécuter des choses que vous savez bien faire. C'est une forme de servitude volontaire, en quelque sorte. Alors, il y a cette dimension-là, très clairement. Il y a surtout cette servitude que j'ai remarquée chez des amis qui trouvaient mon parcours chouette, disaient c'est bien ce que tu fais. Je leur disais mais fais la même chose, ou tu as ta voix, je suis sûr que tu as des choses à apporter à la société. Et au fond, il y a une... je sais pas si c'est l'habitus, mais quelque chose se crée, et surtout une peur de manquer, qui est très étonnante dans ce monde-là. J'ai vraiment des amis qui m'avouent, riches à millions, avoir peur de manquer, avoir peur de ne pas avoir assez, quelque chose qui est totalement irrationnel. C'est d'autant plus irrationnel que l'on connaît aujourd'hui le fossé des inégalités, avec des gens qui ne savent pas comment terminer le mois à 10 € près. C'est aussi l'expression d'une forme d'entre-soi, c'est-à-dire que pour ces gens-là, le périmètre du monde, il est quand même très, très, très limité, et tout ce qu'il y a dessus, ils ne le voient pas. Très juste. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu dans mon changement de vie. Vous vivez, dans des hôtels 4 étoiles, dans tout un monde, vous voyagez en business, tout est... La finance a souvent besoin de faire des grands effets de manche. Vous avez des petits déjeuners dans des grands palaces, etc. Il faut que ce soit rutilant, toujours. Les apparences. Les apparences. Et ce qui fait que vous êtes effectivement complètement coupé d'une réalité sociale que vous croisez dans la rue sans trop la regarder parce qu'elle vous renverrait peut-être à des conflits intérieurs. C'est un monde complètement aseptisé, très hygiénique et très déconnecté, effectivement. Et quand j'ai fait ce changement de vie, j'ai réalisé, en devenant instituteur, la réalité humaine des vies de tout le monde. Parce que ce qui est fabuleux quand vous êtes instituteur, c'est que vous avez la société telle qu'elle est, sans filtre, toutes les origines, toutes les classes sociales, tout. En plus, je suis dans un réseau d'éducation prioritaire, avec une grande diversité, et ça a balayé mes idées reçues avec une force
Alors, avant de venir à votre vie d'instituteur et à ce changement radical, vous avez vécu combien de temps dans l'autre monde? 10 ans. Et comment vous avez réussi pendant 10 ans à supporter cette contradiction? Parce que dans un premier temps, j'ai fait de la vraie finance. Il ne faut pas complètement diaboliser la finance, entre guillemets, c'est évident, hein, l'argent serait comme diaboliser l'argent. Et j'ai financé des PME, des TPE, des associations. Et là, vous avez un métier moins rutilant, justement, mais beaucoup plus ancré dans le réel. Là, vous aidez des boîtes qui peuvent être en difficulté ou qui veulent se développer, mais là, vous avez un rôle qu'on pourrait presque qualifier de social, parce que si vous faites bien votre métier, vous aidez une boîte à se développer, à pas faire de bêtises dans son développement. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les marchés financiers, qui sont plutôt un vaste casino où on connaît beaucoup moins les sociétés dans lesquelles on investit. C'est beaucoup plus immatériel. Et, pendant cette période de votre vie, vous avez sans doute rencontré des personnages étonnants, des hommes ou des femmes complètement saisis par l'avidité. Vous avez comme ça un portrait brossé de ce type de personnage que l'on voit toujours. Oui, c'était c'est un portrait qui m'a beaucoup marqué parce que c'était une des personnes auxquelles je me suis attaché. Je déjeunais régulièrement avec lui et c'était un capitaine d'industrie qui vouait sa vie au travail. Mais alors c'était pas un spéculateur. C'était un vrai quelqu'un qui avait travaillé dans les grandes entreprises, dans l'industrie, et qui vouait sa vie à ça et était fasciné. Et j'appréciais discuter avec lui, c'était vraiment intéressant. Et un jour, il revenait de Venise et on parlait un petit peu de vie privée. Et il me dit il était un peu commotionné parce que sa fille, dans les rues de Venise, qui venait de réussir Centrale, Paris, il en était très fier, l'avait pris à part et lui avait dit voilà, papa, il faut que je te dise, t'as été un bon père, t'as toujours été là pour moi, je sais que tu m'as aimé, mais je veux te dire que je t'ai pas vu, quoi. Et elle lui sort cette phrase qu'il avait laminée, qui était « Et tous les millions que t'as gagnés, ça rachètera jamais ces moments qu'on n'a pas eu ensemble quand j'étais enfant. » Et ça l'avait bouleversé, parce que ça remettait d'un seul coup en cause tout un fonctionnement. Et ça m'avait marqué. Ça m'a servi aussi de leçon par rapport à mes propres enfants. Et voilà, il y avait cette personne. Et puis, alors, autre anecdote qui peut valoir son pesant de cacahuètes, c'était, alors là, quelqu'un qui m'appelait matin, midi et soir pour spéculer sur malade. Tout. Vraiment un malade. Une pathologie. C'était quelque chose de même sidérant à observer le soir. Le matin, il lui fallait toujours une idée. Bon, bref. Et il m'avait invité une fois chez lui. Et c'était chez lui un temple des marchés. Il avait construit son bureau où il passait apparemment sa vie. Il y avait plus d'écrans que je n'en avais moi. Il avait des études partout. Et il passait sa journée, alors qu'il était riche, à dizaines de millions, et même, oui, sa journée à essayer de faire fructifier cette fortune déjà assez considérable. Et sa femme était à côté, mais regardait l'écran. Absolument, je le décris dans le livre. Elle était en retrait. Il y avait quelque chose d'asséché parce que quand ça prend, c'est tout l'objet du livre que j'ai écrit pour démontrer qu'il y a une démesure dans l'argent qui prend toute la place dans les vies de certains. C'est ça votre livre, Tout l'or du monde. Mais on va en reparler tout à l'heure. Là, c'est la partie. Vous racontez dans ce livre, d'ailleurs, un certain nombre des anecdotes que vous venez de restituer. Maintenant, vous avez dit, le choc, il est arrivé le jour où j'ai appris que ma mère, était atteinte d'une maladie incurable. Et à partir de ce moment-là, qu'avez-vous fait? Vous avez dit stop, et que s'est-il passé? Racontez-nous ce passage avant qu'on vienne à votre vie d'aujourd'hui. Alors c'est effectivement très intéressant parce que souvent des amis me demandent j'ai envie de changer mais comment on fait, et il se trouve que j'ai eu une grande période de gestation, c'est-à-dire que pendant j'avais un peu d'argent de côté, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais aussi changé ma vie personnelle, j'étais seul, et donc pendant ce temps j'ai eu une période où je me suis vraiment consacré à ma mère. J'allais la voir 3 fois par semaine, je lisais beaucoup, je commençais à écrire. Je faisais un peu de coaching pour essayer d'avoir des revenus, mais j'étais en phase de recherche.
Et face à la maladie de ma mère, à la réflexion que ça pose par rapport à notre rapport à la vie, à la maladie, à la mort, ma mère ayant eu une attitude vraiment qui m'a beaucoup appris, parce que c'était quelqu'un qui a gardé une joie de vivre, alors que vraiment son corps partait, se refusait à tout contrôle. Elle gardait une joie de vivre et une capacité à s'enthousiasmer pour le peu qu'il y avait à s'enthousiasmer, la lumière, les fleurs sur le balcon, un poème que je pouvais lui lire, qui était vraiment une leçon de vie pour moi. C'est-à-dire que on peut trouver du bonheur du moment justement qu'on a l'amour des autres, parce qu'elle était entourée. Donc j'ai consacré ce temps-là à ça, et la confrontation à la mort m'a amené à la confrontation au sens de ma vie. À quoi ça sert finalement tout ça, puisqu'on est qu'un maillon dans la chaîne, et c'est là que m'est apparu l'enseignement comme quelque chose qui fait sens, quelque chose, là il n'y a pas de doute. Vous avez un ressenti chaque jour quand vous vous consacrez à aider les enfants, de quelque chose de constructif. Un sens concret à votre existence, voilà. Et je l'ai pressenti justement à travers cette confrontation à la mort, et ça m'a beaucoup aidé au moment où ma mère est morte, et puis j'ai aussi eu ma grand-mère et mon père qui sont morts en très peu de temps, d'avoir les enfants qui vous projettent, vos élèves, mes propres enfants aussi, mais vos élèves qui vous projettent dans la vie, à un moment où le départ des anciens vous amène plutôt vers le passé. Et c'est une force vitale. Donc à ce moment-là, vous rouvrez vos cahiers et vous passez les concours pour devenir maître d'école. Oui, tout à fait. Oui, je les passe en candidat libre. Et puis là encore, je l'ai relativement facilement grâce aux maths. Puisque c'est toujours ce sésame. Et puis voilà, et après, l'aventure commence. Alors c'est en quelle année ça ? Ça, c'est en 2005 que je passe le concours, en même temps que d'ailleurs j'ai écrit un scénario pour Joséphine Ange Gardien à l'époque. Et puis voilà, après les choses s'enchaînent. Du moment que je suis confronté aux enfants, que je vis ces moments de classe avec les enfants, je comprends ce qu'il y a de fabuleux dans ce métier, ce que je ne savais pas nécessairement au moment où vous commencez dans quel type d'école ? Une école que l'on considère comme facile, ou dans un quartier, dans un secteur difficile ? Alors là, c'était dans le 19e, avenue Simon Bolivar. C'était une classe de 28 de petites sections. Et quand vous venez, vous imaginez, voilà, d'un monde d'adultes dans la finance, et d'un seul coup, vous vous retrouvez à gérer 28, pour la première fois, 28 petits enfants qui pleurent, c'est un choc, un saut. Mais encore une fois, et le premier jour, je me rappelle, j'étais un peu commotionné. Mais dès le deuxième, dès le troisième jour, le lien qui s'établit avec les enfants et l'impression de leur servir à quelque chose, vous porte en fait. Est-ce que vous êtes entré dans ce monde comme si vous étiez en train de découvrir quelque chose de nouveau auquel vous n'aviez pas eu accès jusqu'à maintenant ? Dans quel sens ? C'est-à-dire que vous êtes en face à des enfants de la vraie vie qui appartiennent à des familles qui n'étaient pas aussi aisées que la vôtre, qui peuvent connaître des problèmes dans leur famille. Enfin, vous êtes cette fois-ci sur le terrain, là. Ah, exactement. Et je réalise dans la glaise réellement, et je réalise aussi l'importance par rapport à tous ces parcours de les connaître. Et je vous ai dit, c'est fou comme mes préjugés ont pu changer sur plein de plans, parce que quand vous voyez l'humanité de toutes les couches sociales, évidemment vous avez des gens je sais pas comment dire, pas fréquentables dans tous les milieux, hein, mais vous avez aussi des gens fabuleux dans tous les milieux, et donc vous découvrez des situations où des gens dans des situations financières que vous jugeriez critiques, arrivent à prodiguer de l'amour à l'enfant, arrivent à lui prodiguer un socle qui fait que l'enfant se développe, et que grâce à l'école, il va pouvoir s'émanciper. Venant de là où vous étiez, vous avez été bien accueilli par le milieu enseignant. Ils ne vous ont pas considéré un petit peu comme un ovni qui débarquait dans cet univers ? D'abord, j'ai pas clamé sur tous les toits au départ que j'étais un ancien trader. Il valait mieux pas, peut-être. Peut-être. Et puis ensuite, non, ça a été vraiment le souci de l'enfant partagé par les profs, parce qu'on a une école où il y a ça.
c'est ça qui prime. Surtout, en fait, on parle beaucoup des élèves, des situations. Et finalement, j'ai été plutôt bien accueilli. Et par rapport au projet que j'ai pu mener de films avec les classes, j'ai toujours été épaulé par les équipes et ma directrice en particulier. Aussi la hiérarchie qu'a laissé faire, entre guillemets. Et donc, ça a été l'insertion a été plutôt facile, mais j'ai fait profil bas. Alors, venons-en maintenant aux expériences que vous avez conduites et que vous continuez de faire avec ces enfants. Vous ne contentez pas de leur transmettre la connaissance, mais avec eux, vous essayez d'aller plus loin. C'est tout un truc. C'est quoi ce truc alors? En fait, d'abord, la part primordiale, il y a deux choses. D'abord, il y a deux choses qui me semblent fondamentales, c'est que l'école doit apprendre à écrire et s'exprimer, la partie français, et calculer, la partie maths. Si déjà on arrive à porter les enfants à un bon niveau là-dessus, c'est essentiel. Et ensuite, j'accorde une importance cruciale au langage. J'essaie d'expliquer aux enfants, qui sont de tous horizons et qui peuvent s'exprimer un peu en langage cité. Je les arrête tout de suite dans ces cas-là et je leur dis que le langage va les décrire mieux que toute autre chose, que leur couleur de peau, que leurs habits, que ce qu'ils veulent. La manière dont ils parlent dit qui ils sont et accompagnera leur développement dans la société. Ça, c'est un premier point. Je leur explique aussi que ce vocabulaire et ce langage, c'est la manière de s'exprimer, de dire ses sentiments, de préciser sa pensée, de penser. Et donc, de ce fait, j'accorde une grande place aux grands auteurs. C'est-à-dire Victor Hugo, premier chef, mais Stefan Zweig, beaucoup de citations aux grands auteurs. Je fais une citation philosophique en début de semaine, parce que je pense qu'il est important de leur apprendre à penser, à exprimer leurs pensées et à construire leur jugement critique, ce qu'ils ne savent absolument pas faire au début. Ils sont complètement perdus devant les phrases. Et puis... Ils s'acclimatent vite? Ils s'acclimatent vite, ça dépend des élèves, mais progressivement, on voit la construction et comment ils perçoivent et ils commencent à comprendre l'intérêt qu'il y a à écouter les paroles de grands auteurs ou les conseils de grands auteurs par rapport à la manière dont ils peuvent se repérer dans leur propre vie. Parce qu'on est dans une société où, pour les enfants, je trouve c'est pas évident. Les repères moraux sont un peu brouillés, c'est pas évident. Et donc, avoir des philosophes ou des phrases ou des réflexions qui les amènent à construire leur morale propre, pourquoi on agit comme on agit, pourquoi c'est mieux de faire ça que ça. Mais on le discute, ça s'impose pas comme ça. Vous-même, vous êtes devenu un lecteur assidu des philosophes, alors que votre temps était pris par l'argent, si je puis dire. Oui, alors ça, en fait, c'est vrai. Au moment où j'étais dans la finance, il y avait pas vraiment de temps pour autre chose, mais avant, ma mère était dans l'édition, donc j'ai lu jeune, j'ai une grande phase de lecture, et puis j'ai effectivement repris au moment de la Libération des grandes phases de lecture avec, j'ai découvert Schopenhauer, j'ai découvert Aristote, et puis aussi des auteurs de littérature. Vous parlez de libération, c'est puissant ça, c'est fort. Vous le vivez comme ça? Oui, clairement, je le vis comme ça parce que vous êtes sous la tutelle d'un totem qui s'impose à tous et où vous sentez que vous avez cité le mot de servitude. Il y a une part de servitude acceptée, mais servitude très lucrative. Voilà. Alors, avec ces enfants, vous avez commencé à travailler sur une notion qui vous a hanté finalement, c'est la question du temps, puisque avant la Libération, vous considériez que votre temps était trop occupé par la finance, c'est-à-dire que vous n'aviez plus de temps pour rien d'autre que les coups de bourse et autres, et vous avez fait travailler vos enfants sur cette question, à partir de la lecture d'un sociologue et philosophe, que moi-même j'ai lu d'ailleurs, et dont il faut absolument montrer le livre, qui s'appelle L'accélération. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui d'ailleurs considère l'accélération, c'est-à-dire le haut débit, le très très haut débit, toujours aller plus vite, comme une forme de modernité tardive. C'est l'expression qu'il emploie. En fait, pour être très clair, il considère qu'à force de vouloir aller vite, on est comme un hamster dans une roue, on finit par faire du surplace. Cette question vous a
beaucoup occupé l'esprit, et vous avez décidé à la fois d'en faire un film et de faire travailler vos enfants. Expliquez-nous ça. Il y en a même eu un livre qui a été tiré de tout ça. Vous avez entièrement raison. C'est une question qui me hante. C'est-à-dire que souvent on fait pas des films pour rien. C'est-à-dire que la question fait écho aussi à des problématiques personnelles dans mon rapport au temps, de vouloir faire beaucoup dans le temps, de vivre une vie intense. Souvent j'ai une tendance personnelle à vouloir mettre trop de choses dans un temps donné, sans être toujours très réaliste. Oui, comme dit le proverbe, on perd sa vie à vouloir la gagner. Alors là, c'était exactement dans cette logique que je pouvais me trouver propulsé. Et en fait, la question qui est derrière, alors effectivement, comme vous, puisque tout s'accélère et est sorti à peu près au moment de l'urgence de ralentir. Oui, c'est un documentaire que nous avons fait pour Arte avec Philippe Borel. Qui était passionnant et qui traitait vraiment de cette même question existentielle. Pour moi, ça relève de l'existentiel. C'est-à-dire, on est dans une accélération dans tous les domaines d'activité quasiment de la société, l'économie, la technologie, etc. Et ce que je trouve intéressant et chez Arnaud Trouza, c'est quand il explique que toutes ces accélérations, finalement, se conjuguent dans une espèce de spirale hyper exponentielle que beaucoup ressentent quand on écoute les discours des cadres, des gens qui travaillent dans l'entreprise. Cette pression temporelle est devenue, en plus avec les écrans, très saturante et très difficile à vivre. Mais cette pression temporelle qui se joue sur les individus, elle se joue aussi sur la nature. On demande à des élevages de produire très vite, on demande à la terre, etc. On extrait de plus en plus vite, on pollue de plus en plus vite. Et c'est très écolo ce que vous dites là. Non, mais là, pour le coup, c'est pour moi le lien entre l'écologie et la question de l'argent. Parce qu'il y a dans l'argent et dans cette structure des marchés financiers une quête exponentielle structurelle. C'est-à-dire que chaque acteur de ce marché doit viser plus haut à chaque fois. C'est une exponentielle qui est quasiment instituée. Et cette exponentielle, pour être un fan des maths, l'exponentielle, c'est une fonction qui va très vite. C'est-à-dire que si vous pliez une feuille sur elle-même 50 fois, d'accord, une première fois vous la repliez, ça fait 4 épaisseurs, vous la repliez, ça fait 8 épaisseurs. 50 fois, quelle serait, si on essaye d'imaginer, l'épaisseur de cette feuille pliée 50 fois? En général, on peut pas en avoir conscience, c'est la distance Terre-Soleil, mathématiquement. Si on pouvait la plier. On voit bien qu'on peut pas concevoir qu'un doublement 50 fois va entraîner une telle démesure, ça c'est les maths. Or, c'est cette fonction-là à laquelle on obéit. Et Nicolas Hulot l'expliquait très bien, c'est une fonction qui va très très vite aux limites. Elle va toucher les limites. Or, notre système est fondé là-dessus. Et ça pose des questions fondamentales sur le plan existentiel et écologique. Oui, d'ailleurs, Nicolas Hulot comme Armut Rosa sont des interlocuteurs de votre film, qui s'intitule Tout s'accélère. Et qui a été diffusé déjà sur les médias. Il est sorti au cinéma en 2016, il a très bien marché, il a eu pas mal de prix d'ailleurs, c'était heureux. Bien, félicitations. Et puis ensuite, on a eu une vie sur Public Sénat, à la télévision. Oui. Et est-ce que vous avez fait des débats autour de ce film ? Ça a été parmi les meilleurs moments, et d'ailleurs un grand basculement. Vous qui habitez en province, je suis un Parisien d'origine, voilà, on se refait pas. Et vous savez qu'aujourd'hui on ne dit plus province, on dit les territoires. Les territoires, pardon. Il y a des mots pour tout. Oui. Qui masque une réalité en fait. Et donc j'ai été amené à faire une centaine de projections débats partout en France, parce que c'est ça le cinéma. Je me suis aperçu que le cinéma documentaire était devenu un des lieux, avant la pandémie, un des lieux d'agora dans des petits villages ou des zones où les gens se retrouvaient pour parler, parce qu'il y a finalement plus tellement de lieux publics où on échange des idées, et ça jouait ce rôle-là. Et j'ai découvert des gens partout en France, j'ai découvert plein de territoires qui m'ont... Enfin, ça m'a fait un bien ça m'a sorti de cet univers très aseptisé, même parisien. Paris est déjà un peu plus riche, donc déjà c'est un monde un peu à part. Et là, rencontrer des gens avec des solidarités, des vies locales, et puis cette espèce de santé que donne la présence de la terre. J'ai vraiment vécu des très bons moments, et ça m'a fait du bien de discuter avec toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et quand vous dites ça, si l'on regarde la vie dans laquelle on se trouve en ce moment depuis près d'1 an, avec les effets du Covid et de la pandémie,
on se dit que ça peut avoir des effets dévastateurs sur l'ensemble de la société, puisqu'on a besoin de cet échange interpersonnel. Ah, il est vital. Alors ça, c'est au moins d'ailleurs, si vous voulez, un des avantages, entre guillemets, de cette pandémie. Je pense qu'elle aura vraiment, par rapport au numérique, fait comprendre à beaucoup de gens, y compris des férus du numérique, ou des amis qui sont cadres chevronnés, ils en peuvent plus. C'est-à-dire, avoir pour seul interlocuteur son ordinateur, c'est pas possible. Déjà, en termes psychiques, de santé psychique. Et après, vous posez la question sur le débat public, sur l'échange qui peut se faire. Effectivement, ça l'annihile, puisqu'on passe tous par des réseaux qui filtrent plus ou moins, pour des raisons financières, ce qu'on envoie aux uns et aux autres. Et moi, je crois beaucoup dans ce rapport qu'on a là. Je vous vois, vous me voyez réagir. Tous sans masque. Et alors bon, je suis professeur avec les masques avec les enfants, mais bon, on s'y fait temporairement. Mais ce lien-là, juste ce que je voulais vous dire, c'est que ce lien-là, quand on l'a fait en numérique, ça n'avait rien à voir. Là, je suis avec mes élèves. Il y a une chose qui est absente du numérique, c'est l'affect. L'affect. Et quand vous êtes prof, de plus en plus, je m'aperçois que l'affect est un des leviers majeurs pour débloquer des situations qu'on jugeait critiques. Souvent, c'est des enfants qui ont des douleurs, qui ont besoin de les exprimer. Vous arrivez avec de l'affect, juste de la gentillesse, et puis de l'écoute. Voilà. Mais ça peut pas se faire numériquement. Ça se fait vraiment in tutu personae. Et puis, quand on est, par exemple, en visioconférence, on a des temps qui sont impartis. Donc, il y a la question du ralentissement. Il faut prendre le temps d'écouter l'autre et de la confrontation. Oui, ça peut être intéressant comme dans tout débat, si ça se passe en visio ou pas. Bon, mais ce qui manque, je trouve, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire dans un échange. La communication est, on dit 80% non verbal. Tout ça est presque disparu. On supprime le corps. On supprime le corps avec des questions qui posent et qui sont énormes par rapport à l'enfant. Alors on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va reparler de la question du temps que vous avez très bien évoquée, sur laquelle vous avez fait travailler vos enfants. Et là je vous propose d'écouter un extrait de la chanson que vous avez écrite avec eux, et c'est une petite perle. On ne nous donne pas la parole parce qu'on est encore à l'école. Pourtant, parler aux enfants, ce n'est pas perdre son temps. Tout s'accélère dans l'univers depuis que l'homme est sur terre. Tout s'accélère, c'est la galère. On va manquer d'atmosphère. La consommation accélère, maman a en tombé par terre. Tout ça c'était vraiment trop beau, c'est clair, on va tomber de haut. On va tomber de haut, c'est vrai, ils ont raison de dire ça, ces enfants. Qui l'a écrite, cette chanson? Le maître ou les élèves? Les élèves. Et là, ça a été un moment fabuleux lors du tournage, parce que on leur en demandait beaucoup, on faisait des séances dans un dossier pédagogique que j'avais construit autour du sujet, et on venait de passer une journée de tournage, et j'ai senti qu'ils en pouvaient plus. Donc j'ai dit, on arrête tout, et tiens, on va écrire un poème. Au départ, c'était un poème sur, on va l'intituler « Tout s'accélère », puisque j'avais déjà cette idée de titre, et on note des rimes. Et là, galère, univers, etc. Et en un quart d'heure, les enfants ont pondu tous les vers. J'ai rien écrit, c'est vraiment tout eux. J'ai juste eu à composer une chanson à partir de leurs écrits. Et c'est quelque chose qu'on observe et qui est fascinant avec les enfants quand on les amène à réfléchir. C'est qu'ils arrivent à vous redire le monde avec une limpidité et une simplicité. Et souvent, vous êtes en arrêt devant la justesse des mots simples qu'ils emploient pour dire des choses compliquées ou que vous jugeriez compliquées. Ils vous ont beaucoup appris alors, ces enfants, finalement? Cela, énormément. C'était une classe exceptionnelle. On a un lien, j'ai encore le lien avec eux aujourd'hui, avec nombre d'entre eux. C'était une classe exceptionnelle et ils m'ont réellement appris. C'est-à-dire, il y a une phrase dans le film où un élève dit « Mais si en courant, si on court toujours plus vite, on va gagner la course ». C'est pas sûr.
Parce que si on va tout le temps plus vite, à un moment, on va ralentir, on va être obligé de ralentir, on va perdre de l'énergie. C'est tellement simple, et ça m'avait fait un choc, je me rappelle, en l'entendant parler, dans cette simplicité. Voilà. Quel âge avait-il à l'époque de cet enregistrement ? 10 ans. Et aujourd'hui, ils ont ? Ils ont 20 ans. Que sont-ils devenus pour la plupart d'entre eux ? Pour la plupart d'entre eux, alors disons que je vais avoir eu un contact avec une dizaine d'entre eux que j'ai gardé parce qu'il y en a qui sont partis, mais en province ou autre, et puis je les ai perdus de vue. Mais globalement, ils ont fait des études. Alors il y en a un qui est dans l'agro. Pas mal dans mon ingénieur, et puis il y en a d'autres qui sont dans l'économie, mais ils font leur voie, ils font leur chemin, mais en tous les cas, ils font plutôt des bonnes études, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant dans une école de ce qu'on appelait ANZEP, enfin dans ces réseaux d'éducation prioritaire ? Oui, c'est une école en réseau d'éducation prioritaire avec des collèges, et dans laquelle je suis depuis 15 ans. En fait, je suis resté dans cette école parce qu'elle a une grande vertu, c'est qu'elle est mixte. C'est-à-dire, elle arrive, c'est près des Buttes de Chaumont, et elle arrive à cet équilibre et à cette alchimie qui est merveilleuse quand on est prof, où vous avez des enfants vraiment défavorisés que vous avez à aider, et il faut les aider, mais il faut aussi pouvoir le faire. Imaginons qu'il n'y ait qu'une classe où vous gérez beaucoup de comportements que vous ne pouvez pas vous consacrer aux enfants. Là, il y a des enfants favorisés, des enfants de classe moyenne, des enfants défavorisés, dans une proportion d'un tiers à peu près. Vous pouvez vous appuyer sur les compétences des uns pour développer celles des autres. Je travaille beaucoup sur l'entraide. Les plus forts aident les autres à la fin des contrôles, à la fin des exercices. Et ça marche très bien parce que c'est bon pour les uns et les autres. Et donc, c'est très riche parce que il y a aussi ce fait que des enfants entre guillemets bourgeois s'aperçoivent que on est très heureux, on développe des super amitiés avec des enfants qui sont pas de notre condition, ce qu'on trouve pas dans d'autres enseignements plus privés ou dans des écoles ou du 6e où on a des ghettos entre guillemets plutôt riches et puis des ghettos plutôt pauvres. Voilà. C'est quand même la vocation de l'école publique, il faut le rappeler, et vous avez raison de le dire. Ah oui. Et c'est peut-être là que vous avez vu constater de manière très très évidente la profondeur des inégalités sociales. Oui, on les prend en pleine figure. Quand à un moment, au moment de Noël, des enfants vous disent qu'ils partent d'un côté, et tout ça se dit dans la classe. Je sais pas, moi au Cambodge, à Tahiti, et puis d'autres qui vont rester dans leur cité. Mais ce qui est fabuleux avec les enfants, c'est qu'ils se jalousent pas. Au contraire, enfin, ils peuvent même s'entraider. Faut pas idéaliser, il peut y avoir des trucs pas sympas entre eux, ça c'est certain. Mais je trouve que c'est intéressant cette mixité sociale parce que ça dédiabolise entre guillemets pour les uns et les autres. On s'aperçoit, voilà, qu'on reste des êtres humains. Donc c'est une expérience très très enrichissante que vous vivez. C'est plus qu'une expérience maintenant, c'est une vie. Dans votre livre Tout l'or du monde que je montre une deuxième fois, vous ne parlez pas que d'argent, vous parlez aussi de certains de vos élèves. Vous avez une certaine manière d'adapter la théorie du ruissellement, qui a montré ses limites en matière financière. Mais pour vous, la théorie du ruissellement, elle est juste lorsqu'il s'agit d'élèves. Je pense en particulier à ce jeune Issa, qui était très rétif. Racontez-nous cela. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, comme beaucoup d'autres. Mais lui, c'était relativement récent. Et c'était un enfant qui était vraiment en de grandes difficultés. Une histoire personnelle très très difficile. Voilà, des parents, il était en foyer, des parents assez défaillants. Le père était parti, et c'était un enfant qui avait une réputation d'être ingérable. L'année d'avant, le professeur avait dû le mettre au sol plein de fois. Moi-même, en début d'année, il lançait ses bras quand il s'énervait. J'avais été obligé de le mettre au sol pour le contenir. Mais à un moment, en voyant comment la directrice arrivait à ramener cet enfant à son humanité, par beaucoup d'affect sans doute, à un moment je lui ai tendu la main et j'ai fait des cours pour lui. C'est-à-dire lui il avait son travail à lui, il s'est trouvé qu'il a commencé à être en réussite parce qu'il était très en retard par rapport aux autres. Donc là au moins il avait des endroits où il réussissait. Et puis, il y a eu des moments à ce moment-là qui ont commencé à me bouleverser, parce que quand il a vu que je m'intéressais à lui, que je voulais vraiment
le porter, et qu'il pouvait aussi donner la confiance à l'enfant et qu'il découvre, ah ouais, je peux finalement faire ça ici. Il m'a fait un cadeau déjà une première fois, un soir, il me donne une orange, mais comme, maître, il sort. Et il avait rien, hein, il vit dans un foyer, bon bref. Et il me donne une orange comme ça, je dis, mais il dit, c'est pour vous, maître, c'est pour le goûter. Et il le donnait vraiment comme un cadeau. Et ensuite, mon fils est venu une fois. Ça a été un moment bouleversant parce que j'ai mis mon fils à côté de lui volontairement en classe. Donc tout le monde était là, il est à côté de Issa. Et mon fils a établi un rapport avec lui. Et mon fils, qui a une certaine conscience sociale, le soir, en rentrant, me disait qu'il était hyper gentil. Et tout, il me donne une voiture pour lui. Une voiture qu'il avait dans ses jouets. Je la donne à Issa le lendemain, qui ouvre des grands yeux, qui est très perplexe, qui est commotionné, littéralement il était. Et le lendemain, il vient à son tour avec une voiture pour mon fils. Et bref, ça c'est l'importance de l'affect. C'est-à-dire, vous pouvez donner du contenu, etc., mais si vous portez pas des enfants qui n'ont pas eu d'amour, hein, zéro ou très peu, vous leur en apportez pas un peu, avec la distance nécessaire du maître et de l'élève, hein, mais vous avez des résultats surprenants. Et cet enfant, à la fin, a pu faire des visites avec nous, alors qu'il était ingérable avant. On l'emmenait au musée, on faisait plein de choses. Et à la fin de l'année, quand j'ai lu son commentaire en fin d'année, la classe a applaudi et il y avait de quoi pleurer. Et pour la petite anecdote, je l'ai retrouvé cette année, dans la rue. Il s'arrêtait, mais c'est « Bonjour maître », avec un grand sourire. Et on s'est, bon, pandémie ou pas, on s'est fait une accolade. Ça, c'est quand même le type de gratification qui n'a rien à voir avec celle que vous connaissiez dans votre ancienne vie. C'est une richesse. Parlons-en justement de la richesse aujourd'hui. La richesse, justement... Cette conception de la richesse qui a beaucoup changé pour vous. Profondément. La première prise de conscience, c'est celle dont vous parlez, c'est le temps. Une des premières richesses aujourd'hui, c'est le temps. D'ailleurs, il vous a fallu beaucoup de temps à consacrer à ce jeune Issa. Si vous étiez dans une classe de 40 élèves, vous n'auriez jamais pu vous occuper de lui. Absolument. Et ça, c'est une réalité. C'est les réseaux d'éducation prioritaire avec 20 à 25 élèves maximum. Et là, vous avez la possibilité de vous consacrer à l'élève. Et vous avez entièrement raison, c'est clé. Ce sentiment que l'enfant, on va s'occuper individuellement de lui, un petit peu, être avec lui, le porter. Pour certains enfants, c'est vraiment nécessaire parce qu'ils n'ont pas ça à la maison. Donc oui, cette richesse, ça m'a sidéré de m'apercevoir. Je raconte une autre histoire que je ne vais pas développer, mais qui est dans le livre, où un moment fabuleux où un enfant aussi issu de milieu défavorisé va vivre une émancipation fabuleuse à travers l'histoire. Et un de mes anciens amis... Victor Hugo. Voilà, absolument. Victor Hugo. Et un de mes amis me dit il avait cité Océanonox dans la maison de Victor Hugo, c'était magnifique, on avait la chair de poule, et un ami instituteur, grâce à qui j'étais devenu instituteur aussi, m'avait dit, tu vois ça, tous les millions que t'aurais gagnés dans la finance, jamais ça aurait pu te payer ça. Et cette prise de conscience-là, mais c'est tout le plaidoyer de mon livre. C'est-à-dire que l'amour remplit beaucoup. C'est pas, ça fait pas tout. Il faut de l'argent pour vivre, hein. Je ne nie pas ça. Mais que souvent, je me suis aperçu de ça dans le monde de la finance, c'est le vide d'amour que crée l'obsession de l'argent devient une boucle. C'est-à-dire que vous êtes en manque de quelque chose de fondamental, l'amour pour vos proches, pour des amis, du temps, etc. Ce manque-là, vous devez le réinvestir dans quelque chose, et c'est l'argent, c'est plus d'accumulation. Un peu comme dans les drogues, en fait. Alors, revenons sur cette question de la richesse, parce que c'est un sujet qu'abordent depuis très longtemps les écologistes, et pas simplement les écologistes, beaucoup de philosophes. Donc, peut-être que ce que vous êtes en train de découvrir, c'est une des pistes qui nous permettrait de faire bifurquer ce système qui est en train d'aller dans le mur. Ô combien, et toutes ces idées, c'est vrai, sont très latentes et très présentes dans la pensée écologiste. Ce mot de solidarité qui est pour moi aussi une profonde richesse. C'est-à-dire, Pablo Servigne le développe assez bien, mais quand la situation deviendra critique, c'est pas parce que retranché dans votre forteresse avec vos millions que vous allez aller bien loin. Si vous avez des solidarités locales, on est beaucoup plus fort ensemble. Enfin, c'est l'évidence. Oui, Pablo Servigne, c'est l'auteur, le co-auteur
d'un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », qui a donné naissance à une théorie, entre guillemets, qu'on appelle la collapsologie, qui ne veut pas dire forcément qu'on attend la fin du monde, loin de là. Puis il a écrit un deuxième livre, celui auquel vous faites référence, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », et qui démontre que nous ne sommes pas porteurs du gène de la compétition et de la concurrence, mais au contraire de la solidarité. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est Darwin qui montre que apparemment en fait les espèces qui s'entraident survivent mieux aux grandes crises qui tombent. Et les sociétés qui s'entraident ont survécu. Et les sociétés en plus. Donc effectivement, il y a alors ça m'amène dans mon livre à une vraie question qui est pour moi l'archétype de cet égoïsme dont on parle. S'il y a une chose que j'ai toujours fait, c'est de payer mes impôts. Ça m'a jamais posé de problème. Je trouve bien normal quand je gagnais bien ma vie de redonner. Enfin, c'est l'évidence. Or, aujourd'hui, il y a véritablement une part de cette élite financière ou de ce monde financier qui se désolidarise totalement en termes d'impôts du reste de la société. Pour moi, c'est profondément délétère parce que ça construit nos déficits avec, je le montre dans le livre, mais on parle de 1000 milliards par an pour l'Europe. 1000 milliards de manque à gagner, c'est strictement colossal. Si on estime une dette à 15 000 milliards, en 15 ans, d'évasion fiscale donc ça pose une énorme question sur comment notre société peut fonctionner quand ceux qui accaparent par la force des choses, par le système, l'essentiel de la richesse, se désolidarisent des autres. C'est une forme de séparatisme. C'est bel et bien une forme de séparatisme, mais qui est très délétère pour la société et qu'il est absolument vital pour moi de guérir. Parce qu'en plus, c'est un modèle, quand les partis les plus riches s'exonèrent de l'impôt, pourquoi les plus pauvres, eux aussi, se sentent légitimés à dire « moi, je paye pas ». Voilà, et l'impôt devient quelque chose de néfaste, alors que c'est ce qui fait notre existence commune, notre État, nos routes. Donc vous abordez là une autre question qui est évoquée par les écologistes depuis longtemps, et pas seulement eux d'ailleurs, c'est la question du partage au-delà de la solidarité. Alors le partage, il peut se faire sur le plan financier, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu majeur, et ce qui est sidérant, c'est que dans cette crise du coronavirus, qui est un peu comme, puisqu'on nous l'a dit, comme une guerre, mais dans les phases de guerre en général, les plus riches sont mis à contribution. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était à 90% d'imposition sur la tranche la plus haute aux États-Unis. Les riches comprenaient qu'il était nécessaire d'apporter leur juste contribution. Par contre, ils gagnaient très bien leur vie. Puis à partir d'un moment, voilà. Là, en une trentaine d'années, cette logique-là a été complètement inversée. Et je pense pas que la société puisse tenir longtemps. Comme ça, je vous dis très mécaniquement, on aspire la richesse et on paye plus d'impôts dessus. Donc ça fait vraiment un effet d'aspiration que peut aussi développer Piketty, qui est absolument pas pérenne. Ça va exploser socialement, ça peut pas tenir. Sans compter qu'en plus ça fait des inflations d'actifs qui augmentent les inégalités. Mais il y a une autre richesse en partage que je voulais souligner, c'est le temps. C'est ça que m'a appris mon métier d'instit, c'est que la plus grande richesse, et Sénèque le dit très bien, il dit il y a une chose dont les gens se sentent jamais redevables, c'est le temps qu'on leur accorde, le temps à parler ensemble, à s'écouter, à se faire du bien, on peut espérer. Ça, on ne le valorise pas. Par contre, un cadeau, ça c'est très important, il faut qu'on le rende, etc. Or, le temps qu'on donne, c'est la richesse la plus inestimable, parce que personne pourra jamais nous le rendre. C'est ce qu'on pourrait appeler l'utilité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction rémunérée, mais ça contribue à créer du lien. Donc on peut le raccrocher aux propositions sur la réduction du temps de travail, par exemple. Absolument. Si, disons, on peut utiliser ce temps gagné, justement, à des fins, on pourrait qualifier d'altruistes, mais plus de partage et de vie sociale commune. Je trouve que un des effets très délétères de la société, qui est très paroxystique avec la pandémie, mais qui était déjà latent avant, c'est cet individualisme des écrans qui est véritablement terrifiant, parce qu'en fait, on coupe nos liens aux autres progressivement à mesure que nous happent ces objets, qui en plus nous font perdre notre propre libre arbitre pour une partie. Donc, alors on va y revenir, mais
comme vous avez évoqué la question du temps de manière très pertinente, on va écouter ces paroles d'enfants sur le temps parce que ils complètent de manière absolument géniale, si je puis dire, ce que vous venez de nous expliquer. C'est-à-dire, moi qui joue dans un club de foot, j'ai remarqué que toutes les semaines, il y a des nouvelles chaussures qui sortent. Les jeux vidéo, ça sort tous les mois. Tout accélère et tout sort de plus en plus vite. Tout va trop vite et donc on passe à côté de beaucoup de choses. Mais il y a des avantages, c'est que vu que tout va plus vite, on a les choses qu'on veut plus vite. À chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, tout le monde le veut, tout le monde en parle et ils l'achètent. En plus qu'ils en ont même pas besoin. Parfois, on a l'impression de rien ressentir, mais au fond de nous-mêmes, on a quand même un peu l'impression que ça va vraiment vite, donc on a l'impression d'être un peu... Je sais pas comment le dire. On va plus le bon côté des choses. On va au travail, le patron commence à nous dire d'aller plus vite. Et comme on va vite, on fait comme il nous dit. Mais après, à la finale, on gagne rien parce que... On gagne pas beaucoup parce que, à force d'aller vite, à force d'aller vite, on commence à perdre nos moyens et on fait les choses mal. Et voilà, on fait les choses mal. Alors, ces enfants, ils évoquent deux choses. La question du temps, évidemment, et puis la question de l'accumulation aussi, on va y venir, puisqu'ils sont sollicités pour acheter des jeux vidéo. Et dans les discussions qu'on a pu avoir avant cet entretien, vous m'avez beaucoup parlé de votre inquiétude. Alors, tout le monde ne la partage pas, mais beaucoup. De cette addiction, si je puis dire, des enfants aux écrans, cet envahissement d'une certaine manière des écrans dans nos vies, pas simplement celle qui a été augmentée par la Covid, mais comment le numérique est en train de nous mettre les uns et les autres complètement hors sol. Expliquez-nous ça, le constat que vous avez fait à travers la culture de la tablette, on va dire. Il est multiple. Et des écrans, des jeux vidéo. Absolument. Il est multiple, le constat. Il y a le premier point crucial, c'est une chute vertigineuse du vocabulaire, et ça, c'est une réalité. Toutes les études le démontrent. Il y a une vampirisation des écrans par rapport à la lecture, mais plus encore et plus vicieux, par rapport au temps d'échange intrafamilial entre le père et le fils, entre la mère et le fils, on discute à table, on discute à d'autres moments, et là se transmet le vocabulaire. C'est là qui se transmet, et surtout dans les premières années. C'est là que les inégalités sont criantes. Et c'est là aussi que les inégalités sont criantes, d'autant plus que plus on descend socialement, moins il y a d'argent pour faire garder les enfants par quelqu'un, et plus l'écran devient la babysitter naturelle et pas chère. C'est là que je vous interromps une seconde, parce que mon expérience de mère m'a montré que on réduit les inégalités, en tout cas on donne un peu plus de chance à ceux qui en ont le moins lorsqu'avec des associations de soutien scolaire et d'éducation au langage des femmes, on arrive justement à réduire ces inégalités. C'est donc tout le rôle des associations, de tout ce secteur qu'on pourrait appeler de l'économie sociale et de la solidarité. Oui, d'accompagnement et de prise de conscience, et il est vraiment nécessaire. Il y a aussi l'accompagnement des parents. Il y a plein de parents qui ne sont pas conscients du danger qu'ils font courir à leur enfant. Enfin, danger, oui, du moins de tout ce qu'il va perdre en le laissant passer sa vie sur les tablettes. Ça, c'est la première chose, le vocabulaire. Ensuite, il y a la corporéité, c'est-à-dire on perd contact avec notre corps, on est de plus en plus des robots numériques, désincarnés. Les relations sont beaucoup désincarnées. Et ça a des effets délétères sur la concentration, sur le bien-être physique, et je ne parle pas de la sédentarité, de l'obésité ou des choses qui peuvent s'en suivre. Et il y a ce phénomène tragique d'addiction, c'est-à-dire que, et ça, ils y sont sensibles de plus en plus. J'avertis énormément, j'essaye de leur dire, il y a des bons aspects Internet si vous savez chercher la bonne conférence, le bon documentaire, la bonne chose, et vous trouverez des choses passionnantes. Mais vous êtes les jouets d'algorithmes très puissants, reconnaissez-le, ils le reconnaissent, qu'ils soient sur YouTube ou qu'ils soient sur toutes les applications. Et quand ils comprennent qu'ils sont le jouet de ces algorithmes, qu'en fait, quand ils postent des messages, ils savent pas exactement si vraiment ils communiquent à leurs copains, c'est l'algorithme qui choisit. Quand ils prennent conscience que ils sont un peu les dindons de la farce, ça les pousse un peu
à réagir. Je leur demande, moi, de mettre des timers, un minuteur à chaque fois qu'ils se connectent. Mais surtout, je leur fais des plaidoyers très vivants sur la lecture et je les lâche pas. C'est-à-dire que j'ai un paquet de bouquins comme ça sur mon bureau et t'as quelque chose en ce moment ? Non, tiens, le livre. Et je veux avoir un point dans une semaine que tu me dises... Et est-ce que ça fonctionne ? Et ça fonctionne, incroyablement. Mais par contre, ça passe par un petit peu de coercition, gentille. Mais je suis maître, je sais ce qui est bon pour toi, t'as pas envie de lire, mais je te laisse pas le choix. Je sais que ce livre est bon. Par contre, s'il te plaît pas le livre, tu me le rends. On en choisit un autre. Mais moi, je pense qu'il va te plaire celui-là. Et une fois sur deux, il marche parfaitement. Et l'enfant, le but, c'est de le faire enclencher dans ce plaisir-là et de lui valoriser. Ça, c'est très important. Je fais aussi de la respiration le matin. Ça, c'est par rapport au corps, pour revenir à de la concentration, à ses émotions, à des choses comme ça. Et à chaque fois, je valorise. Regardez comment vous vous sentez mieux. Regardez comment vous vous sentez mieux à la sortie d'un livre plutôt que à la sortie d'un jeu, un peu 2 heures de jeu comme ça. Ils le reconnaissent, ils le savent parfaitement. Et est-ce que ces enfants, à leur âge, sont déjà des habitués de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux ? Là, pour vous dire, c'est quelque chose de tragique s'est produit avec le confinement. Pour tout ce qui est en dessous du collège, avant, ils se voyaient au collège, ils n'avaient pas tellement besoin de ça. C'est devenu absolument obligatoire si on veut rester en contact avec ses copains, puisqu'on est séparés, entre guillemets, qu'on ne peut plus se voir. Et donc, il y a eu un essor colossal. Et cette année, j'ai un élève qui m'a fait une remarque qui m'a scié d'ailleurs de maturité, c'est un élève très intelligent. Il m'a dit, à la suite du confinement, je me suis retrouvé sur 24 listes de groupes WhatsApp. Et j'ai commencé à recevoir tellement de messages dans la journée. Mon téléphone sonnait tout le temps. Il a 10 ans, il a un téléphone. Hein. Il est d'une condition sociale pas très favorisée. Et de lui-même, il a compris qu'il s'en sortirait pas et qu'il fallait qu'il sorte de ces groupes, parce que quand on démultiplie les groupes de communication avec les uns et les autres, on finit par être ramené incessamment à l'objet, indépendamment de toute volonté. Ça sonne, ting, on me parle, faut que je réponde. On se sent obligé de répondre et on est ramené incessamment à l'objet. Il y a tout un habitus qui se crée. Puis on reste en cercle sur les mêmes discussions. Et on reste complètement, en plus, des discussions, voilà, qui sont pas toujours passionnantes, parce que c'est fait à la va-vite. Y compris d'ailleurs du harcèlement. Et pour certains. Et là, j'ai encore cette année aussi des questions de harcèlement. Mais cet enfant de lui-même a dit, j'ai coupé 22 groupes, j'en ai plus que 2, parce que sinon, j'avais plus de vie. Donc, il a eu l'intelligence de lui-même de percevoir cette exponentielle des communications. Parce qu'on parlait d'exponentielle, mais s'il y en a une qui est redoutable, et donc que personne ne voit, selon moi, c'est l'exponentielle des mails, des SMS, des WhatsApp, etc. Sont des gens qu'on connaît. On est un peu obligé de répondre. Enfin, et ça vous y ramène avec une force. Vous voudriez vous en détacher, que vous ne pouvez pas. Oui, mais ce que vous dites est une réalité qui sans doute va encore se poursuivre. Mais on voit déjà quelques signes qui montrent qu'on est arrivé là aussi à un point de saturation. Quelques personnalités du monde des arts ou du monde de la culture ont décidé de quitter Twitter et les réseaux sociaux parce que c'est devenu insupportable et ce n'est plus du tout des lieux de réflexion et d'échange. Peut-être que ce garçon de 10 ans qui dit 27 WhatsApp, j'en peux plus, peut-être que demain il sera plus intéressé par la lecture et l'échange interpersonnel que les échanges numériques. Oui, mais il se connaît lui-même parce que pour info, il joue à des jeux et donc on discute pour comment on contrôle. C'est vraiment comme on discuterait avec quelqu'un qui est un peu drogué, comment on va faire, parce qu'il m'en parle. Donc, je pense que les gens vont... je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on arrive à une forme de saturation. Et de toute façon, l'exponentielle est vouée à toucher les limites. C'est quasiment écrit dans son fonctionnement. Et je me demande quelle va être l'étape suivante. Parce que ces communications sont importantes, c'est toujours difficile, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce que décrit Hartmut Rosa, qui est le problème, c'est que ce temps qu'on gagne avec toutes ces applications, pourquoi on ne le met pas à profit? Pour prendre du temps pour soi, sans culpabilité, pour les autres. Non, on peut en faire plus de la même chose encore. Et ça, c'est peut-être la question. C'est-à-dire que ce qui est fabuleux avec toutes ces machines qu'on a, c'est qu'il y a une époque où on rêvait que toutes ces machines nous émanciperaient, nous libéreraient. Voilà ce que dit aussi Hartmut Rosa. C'est un leurre. Alors là, c'est manifestement un leurre, mais il y a peut-être quelque chose à travailler justement pour moi, ça relève de l'éducation. Je pense qu'on arrivera à un moment
Et moi, je le fais, et je pense que ça s'instituera de l'éducation à l'usage des réseaux et des écrans. Vous parlez comme un écolo, une nouvelle fois, donc vous parlez avec force de la remise en cause du système dans lequel nous nous trouvons. En fait, vous avez un discours qui est finalement assez profondément politique. Est-ce que vous avez été, depuis votre basculement, depuis votre libération, avez-vous été tenté par l'engagement politique? Et s'il y a un engagement, quel serait-il pour vous? J'ai été très tenté par... Enfin, j'ai été tenté. Non. À la base, je ne suis pas tenté par l'engagement politique, au sens où j'ai une certaine méfiance. Vous aussi? Comme beaucoup, oui, malheureusement. Faut dire que la politique a projeté une telle image pendant quelques années qu'elle s'est un petit peu dévalorisée, sans doute. Entre autres dans l'utilisation du langage, de la vérité, qui crée de la confusion. Et ensuite, c'est parce que je crois que le pouvoir a une tendance à corrompre l'esprit, plus généralement, et que je tiens beaucoup à ma vie personnelle, à mes proches. Là, je sais que je peux faire du bien, et je sais que ça passerait à l'as, je pense. Alors peut-être quand je deviendrai plus vieux, que mes enfants seront partis et que je serai désœuvré. Voilà. Mais le fait est que j'ai cherché quand même à m'engager, parce que j'ai été marqué par cette phrase de... C'est Druon, je crois, qui disait le propre des époques, le propre des crises, c'est qu'elles sont le fruit de gouvernements médiocres, ou voilà. Mais l'avantage de ces phases de crise, c'est elles amènent au pouvoir ceux qui ne voulaient pas y aller, on pourrait dire des justes ou des gens qui n'ont pas un appétit, qui ne veulent pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui, quand ça commence à mettre en jeu la vie des petits-enfants, etc., se disent, bon, il faut que je me retrousse les manches, je ne vais pas laisser faire ça. Et c'est l'évocation du Conseil national de la résistance, par exemple. Absolument. Donc c'était dans ce sens-là, j'ai essayé de rencontrer des gens, un peu en politique, et dans le monde écologiste, parce qu'évidemment, c'est là où me porte mon cœur, on va dire, et j'ai pas été convaincu, les choses ne se sont pas faites, peut-être plus tard, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre engagement, c'est plutôt l'éducation, et ce sont les enfants. Et puis, je pense qu'il faut avoir une légitimité pour être en politique, et s'il y en avait un endroit où je serais légitime, c'est ça, c'est l'éducation. Parce que maintenant, après 15 ans, après avoir beaucoup essayé, beaucoup vu, beaucoup parlé avec mes coprofs, là j'aurais des idées sur l'éducation, ça je serais intéressé. Et puis parce que j'ai cet acte de foi que, comme beaucoup, que c'est par là que ça commence, quoi. C'est vraiment c'est là que vous construisez une société, quoi. Quand vous parlez de défiance vis-à-vis des politiques, vous ne craignez pas de participer d'une certaine manière à la prospérité du populisme? Bah si, c'est tout l'enjeu. C'est bien là-dessus qu'on a envie de réagir, mais en même temps, il y a une chose que je tiens à dire par rapport, ça recoupe avec les réseaux, etc., et puis la société dans laquelle on est. Je trouve que le débat est devenu très difficile, et on se jette vite des anathèmes les uns aux autres. Je sais pas, vous avez entendu parler de Khmer Vert, je crois, ça existe. Oui, oui, c'est une vieille antienne que nous connaissons depuis 40 ans, mais ils ouvrent les placards, ils sortent les vieux oripeaux, mais ce sont toujours les mêmes. Mais ils ont de plus en plus peur parce que les écologistes prennent de plus en plus d'importance dans la société. Donc les écologistes ont beaucoup d'adversaires. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer que l'écologie, c'est pas les bisounours, c'est un combat. C'est un combat, c'est un champ de bataille. Et il y a de quoi faire. Mais en l'occurrence... Oui, vous disiez les Khmer Verts, c'est-à-dire oui. Vous disiez que, en effet, aujourd'hui, on ne débat plus, on cherche le bruit médiatique, on cherche le buzz, on cherche le clash, la bagarre. Oui, mais ça éteint plutôt que ça éclaire. Absolument. Et on se jette des anathèmes qui coupent toute discussion. Tuer ceci, tuer cela, c'est fini. Et c'est pas possible parce que, moi je crois, on parle du populisme, si on doit inverser la tendance populiste qui est générale en Europe quand même, hein, et même quand on pense à Trump, générale dans le monde, et qui peut se comprendre quand on regarde la manière dont on a laissé les campagnes ou des zones entières partir dans l'oubli par rapport à un développement exponentiel du reste du pays ou de l'économie. Moi, je pense qu'il faut parler à ces gens-là. Je ne crois pas qu'il faut leur jeter l'anathème, voilà. Et au contraire, rétablir le débat. Et sur les réseaux, je tiens à dire une chose dont les gens doivent prendre conscience. C'est que les réseaux alimentent énormément la polémique et la discorde
parce qu'ils s'en nourrissent. Quand vous avez un commentaire à faire sur vos réseaux et que vous mettez, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, 10 minutes à écrire votre commentaire, Claude va passer 10 minutes, vous avez passé 1 heure dessus. C'est chronophage et c'est dévastateur du point de vue de la vitalité démocratique. Ça mine le pacte social. Profondément, mais pour comprendre le pourquoi, c'est qui se frotte les mains parce que vous avez passé beaucoup de temps sur les réseaux. Voilà, parce que mais c'est même pas une volonté, c'est que les algorithmes sont paramétrés pour que vous passiez plus de temps. Et donc ça alimente structurellement la discorde, ce que j'ai réalisé récemment. Ce qui fait que je suis totalement sorti. Nous ne faisons que nourrir la bête. Un certain nombre d'auteurs ont écrit là-dessus, je pense en particulier à Sherry Turkle, qui a écrit un livre très intéressant en 2015 qui s'intitule « Tous ensemble ». Puis une autre auteure américaine qui a écrit un livre qui s'appelle « Algorithme » et qui explique exactement ce que vous venez de décrire. Alors, nous, on n'est pas dans l'anathème, on est dans l'échange. Exactement. Et il était convenu que vous me posiez quelques questions, alors je suis prêt à y répondre, et je vais essayer de le faire au mieux. Alors, puisqu'on parlait d'écologie et que c'est une question fondamentale pour moi, Tout s'accélère, le livre que, d'ailleurs, je vous ai apporté, Tout s'accélère traitait de cette question écologique en lame de fond. Mais il y a une contradiction dans l'écologie, selon moi, que je voudrais essayer de réconcilier, ou comment on fait, et d'ailleurs qu'il y a une contradiction en propre quand je réfléchis au sujet. On sait que la croissance exponentielle de notre monde a tendance à être délétère sur le plan environnemental. Et en même temps, parmi les écologistes, il y a souvent des grands humanistes, et on souligne à quel point les inégalités sont devenues insupportables. Et le problème, c'est que si on imagine un monde où on remettrait tout le monde à un niveau, alors il ne s'agit pas de mettre tout le monde au niveau d'un Européen, mais on ferait monter toutes les populations très nombreuses du monde en niveau de vie à une hauteur pour arriver à une forme d'égalité, est-ce qu'on n'aurait pas un risque tout simplement d'explosion de la consommation, enfin de pollution davantage, et comment résoudre pour moi cette contradiction qui est un peu au cœur de la contradiction que j'ai pu percevoir parfois dans mon écologie. Pour moi, la question est intéressante évidemment, mais c'est pas une contradiction parce que les écologistes ne demandent pas à ce que l'on continue à poursuivre, à ce qu'on continue dans le même modèle, qui est un modèle qui est basé sur la prédation, l'hyperconsommation, l'absence de solidarité. Donc ce n'est pas la décroissance que nous proposons, mais disons que c'est ce que un des fondateurs, un des penseurs de l'écologie qui s'appelait Jacques Ellul appelait la non-puissance. C'est-à-dire comment les sociétés, surtout les nôtres, qui servent de paradigme pour beaucoup d'autres sociétés, comment peuvent-elles être capables de s'auto-limiter en matière de consommation, que ce soit aussi bien la consommation quotidienne que celle des matières premières et des ressources. Et donc, si on s'inscrit dans une logique de limitation, ce qui sert aujourd'hui de modèle à des pays qui ne sont pas arrivés à notre niveau deviendra caduc. Et c'est ça l'idée. Alors, c'est pas l'idée d'appauvrir le monde, c'est l'idée de faire un monde qui soit plus juste, plus solidaire et plus respectueux de ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage, c'est-à-dire cette planète, parce que nous savons très bien que si nous continuons à nous comporter comme des prédateurs que nous sommes aujourd'hui, par exemple continuer dans l'exploitation des énergies fossiles de manière absolument folle, c'est l'espèce humaine qui risque d'être mise en cause. Donc, au fond, moi je dirais que les utopistes, ce sont ceux qui aujourd'hui veulent maintenir le statu quo, et que les réalistes, ce sont les écologistes qui proposent un autre modèle. Mais je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre vous voyez, par exemple, la question du virus et la question surtout des vaccins. Il faudrait que les vaccins soient considérés comme un bien commun, puisque nous savons tous, vous comme moi, comme ceux qui nous regardent, que si l'ensemble de l'humanité n'est pas vaccinée, ce virus, il continuera à prospérer, continuera à se balader. Donc il faut montrer que nous n'avons qu'un seul monde. Et quand on dit nous n'avons qu'un seul monde, ça veut dire qu'il faut être solidaire, y compris de ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer les vaccins, tandis que l'Europe, elle, essaie de les accaparer. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question de la limite, parce que ça fait quoi une phrase de Nicolas Hulot dans Tout s'accélère où il dit, l'air un peu dépité, il dit on ne sait pas se fixer des limites. Il a raison de dire ça, c'est vrai.
il n'a pas tort. On est d'accord, même à titre individuel, moi-même, on va se retrouver dans des contradictions, ou je vais me retrouver dans des contradictions où je sais qu'il faudrait que je me mette une limite, mais je vais travailler trop tard, etc. Chez l'humain, il y a cette propension. Et c'est ce qui m'apparaît important, et c'est un peu le plaidoyer de mon livre, c'est-à-dire que si on veut que les gens se limitent, il faut leur donner autre chose. C'est-à-dire si tu auras moins d'argent, tu auras moins de choses, c'est tout. Mais il faut leur faire voir tout ce qu'ils gagnent. Mais bien sûr, tout ce qu'ils gagnent en temps, par exemple, tout ce qu'ils gagnent en lien social. Voilà. Mais on voit bien, le capitalisme étant très plastique, qui s'adapte, mais on voit bien, par exemple, comment la génération qui a 20 ans aujourd'hui, qu'on appelle la génération climat, c'est par exemple une génération qui ne se précipite plus toutes les 3 semaines sur le changement de mode. Ils sont à échanger leurs vêtements. Donc il se passe quelque chose en ce moment, et c'est justement ce moment-là qu'il faut savoir saisir. Mais peut-être qu'à la sortie de la pandémie, nous serons tellement avides de consommation que nous ferons échouer ce projet. J'espère que non. Les sociétés ne sont pas suicidaires. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, c'était une question là qui me vient directement. Oui, on est une planète et on est un monde interconnecté. Ça ne veut pas dire que s'il est interconnecté, il est solidaire. Oui, pour malheureusement, c'est pas le cas. Parce que, en fait, en ce moment, nous n'avons pas qu'un seul monde. Nous avons 2 mondes. Le monde des riches, le monde dans lequel nous vivons, et un monde qui a faim, un monde qui boit de l'eau qui n'est potable, un monde qui est victime de guerre, un monde qui est victime des effets du réchauffement climatique de manière beaucoup plus forte que nous. Donc il faut travailler justement à ce que ça soit qu'un seul monde. Et c'est donc une des difficultés qui m'apparaissent, c'est-à-dire que j'ai une tendance, et dans le milieu écologique elle existe, à croire que small is beautiful, le local, justement ce gigantisme des multinationales en particulier, où la responsabilité se dilue, je l'ai expérimenté complètement, dans une espèce de grosse machine qui impose une loi où plus personne ne réfléchit. Or, si on va vers cette logique, on pourrait dire qu'il faudrait un gouvernement mondial qui contrôle tout, puisque on a un problème écologique mondial. Or, ce gouvernement mondial aurait très probablement tomberait dans les écueils du géant déshumanisé. Alors, le gouvernement mondial, c'est le gouvernement par le droit. Par le droit, on voit d'ailleurs qu'il y a des progrès aujourd'hui, avec notamment tout ce qui concerne la justice climatique et les procès qui ont été intentés à des gouvernements, y compris d'ailleurs certains qui ont réussi, comme en Hollande avec l'association Urgenda, qui a obligé le gouvernement hollandais à respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors oui, c'est vrai, small is beautiful, je vais faire le savant. C'est une idée qui est née dans les années 50 d'un grand penseur qui s'appelle Léopold Kohr et qui a été reprise après avec beaucoup de succès par un autre penseur qui s'appelle Schumacher. Et c'est vrai que les penseurs de l'écologie ont toujours imaginé des sociétés. C'est une forme de... La pensée écolo était assez libertaire et anarchiste d'une certaine manière, mais pas l'anarchie au sens oriental, au sens convenu. Et les penseurs de l'écologie sont pour des petites entités à dimension humaine, j'allais dire à distance de baffe, mais qui peuvent se fédérer. Et donc toute la question, c'est de savoir si la somme de ces initiatives locales, on en voit beaucoup aujourd'hui qui se développent, ça peut faire société à un moment donné. Et le rôle de la communauté internationale, c'est précisément de permettre à ces entités de vivre ensemble et d'apporter des régulations, non pas par le marché, mais par le droit. Et la preuve a été apportée qu'une gouvernance mondiale, ça peut avoir des effets positifs, comme par exemple quand l'Organisation des Nations Unies a décidé de la convention contraignante sur la sanctuarisation de l'Antarctique. Voilà, ce pays, cette zone du monde est sanctuarisée parce qu'il y a un accord international contraignant. Mais l'accord de Paris sur le climat, il n'est pas contraignant. C'est vrai. Donc c'est pas une organisation, mais effectivement un corpus de lois qui permettrait les faire pays entrer qui le souhaitent... droit. Le droit, ça régule, et le droit, ça répond à ce qui est juste et non pas à ce qui est bien ou mal. Et autre rebond sur ce que vous disiez, parce que c'est aussi une des questions que je me pose par rapport au mouvement écologiste et
à comment construire une société à partir de cette pensée. Si on décroît tous en termes de consommation, il y a une problématique de revenus. C'est-à-dire, on ne va pas dans les magasins qui, eux, dépendent de la vendeuse. Il y a toute une série de... On entraîne, disons, une baisse de la consommation, qui entraîne une baisse de la production, très probablement, qui entraîne dans ces cas-là une baisse des revenus. Ça dépend quelle production. Ça dépend quelle production. Il y a des secteurs qui vont effectivement décroître, hein, mais d'ailleurs la décroissance, elle est déjà dans les flux, dans l'énergie, par exemple. L'eau est devenu un bien rare. Donc, c'est la question de la production. Quel type de production? Est-ce qu'on va continuer à créer des fermes industrielles avec 2000 cochons, 1500 poules, 3000 vaches? C'est ça qu'il faut arrêter, et c'est relocaliser la production, et cette relocalisation de la production en circuit court et avec des systèmes finalement beaucoup plus petits dans les réseaux de distribution, ça permettra de créer des emplois. Et puis les écologistes en parlent souvent, on vit dans des passoires thermiques. Donc par exemple lancer des grands plans d'isolation des bâtiments qui sont en général ceux où habitent les familles les plus modestes, hein, c'est à la fois social, et c'est en même temps créateur d'emplois et c'est écolo. Donc il y a plein de pistes. Mais je crois que notre réalisateur va nous dire c'est fini, donc c'est fini, on arrête. Et je vous remercie beaucoup, Gilles, d'avoir répondu à ce premier entretien. Je rappelle le titre de votre dernier bouquin, Tout l'or du monde, dans lequel il y a une réflexion sur l'argent comme celle que nous venons de conduire, et puis des témoignages sur votre vie d'instituteur qui sont formidables. Et d'ailleurs, puisque vous êtes un instituteur dans la transmission, on va terminer cette émission en écoutant les dernières réflexions des enfants sur l'argent. Et ce sera notre conclusion. À bientôt. C'est leur dernier mot. À bientôt et merci. Comme les autres ont plus, nous aussi on veut plus. En gros, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et à la fin, ça va stopper et tout le monde redescendra. Si on croit que le temps c'est de l'argent, donc on dit chaque minute c'est de l'argent. Donc comme je veux gagner plus en plus d'argent, donc il faut que je remplisse chaque minute de ma vie pour avoir plus d'argent et encore plus et encore plus. C'est un petit peu comme si l'argent il vous mangeait le cerveau et vous pensiez plus qu'à l'argent. Et que dans votre tête il n'y a plus que argent, argent, argent. Ils doivent se dire peut-être plus on est riche, plus on est supérieur. Et donc il va être plus riche pour se sentir encore plus supérieur.